installer. Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent à être autorisées? Voilà, c'est bon. Pardon. Donc, je disais, le système génère, à la fin du déménagement, le client procédera à la validation du déménagement. Le système générera automatiquement une facture pour le client qui sera transmise aussi à la solution ERP de RHEL. Le client pourra consulter sa facture et procéder au paiement en ligne. Donc, les exigences fonctionnelles futures. Gestion des réclamations. Tout le monde sait ce que c'est que la gestion des réclamations? Alors, la réclamation, imaginons que lors du déménagement, on vous casse quelque chose, vous n'êtes pas satisfait, par exemple, les déménageurs n'étaient pas à l'heure, ou alors ils n'étaient pas aimables, ou alors ils n'ont pas pris soin de vos affaires. Donc, vous pouvez faire une réclamation. Une solution de gestion des réclamations vous permettra aux clients de saisir leurs réclamations et permettra à l'entreprise de suivre le traitement de ces réclamations pour s'assurer que les réclamations ont été traitées ou clôturées dans des délais raisonnables ou en tous les cas dans des délais exigés par l'entreprise. Très souvent, l'entreprise vous donnera par exemple des délais maximums pour régler une réclamation parce que l'objectif est de satisfaire le client et donc ça passe par traiter rapidement ces réclamations. La gestion des relances. Alors, on a vu que le client va payer en ligne une fois que la prestation, qui est le déménagement, a été réalisée. Et donc, dans certains cas, des clients ne vont pas payer. Donc, s'ils ne payent pas, qu'est-ce qui va se passer? On va les relancer. C'est-à-dire que, bon, là, chaque entreprise a sa propre stratégie de relance qui peut être implémentée sous format d'un système de gestion des relances qui va identifier les clients qui n'ont pas payé et identifier depuis combien de temps ils n'ont pas payé pour appliquer la relance appropriée. Un exemple de stratégie, c'est de se dire, au bout d'une semaine de retard, on va envoyer un SMS, par exemple, ou un mail au client pour lui dire prière de payer votre facture qui est de tel montant. Après, au bout de, je sais pas, 2 semaines par exemple, ça va être, on va lui envoyer un SMS. Au bout d'un mois, on peut l'appeler par téléphone. Et là, le système peut, par exemple, une voix enregistrée il va appeler notre client avec une voix enregistrée qui doit lui rappeler de payer sa facture. Au bout d'un certain temps, si le client n'a pas payé, on va décider par exemple de l'attaquer en justice et là, on va juste lui envoyer un courrier qui dit nous allons procéder, par exemple, nous allons vous attaquer en justice parce que vous n'avez pas payé votre dû. Donc, cette stratégie de relance peut être implémentée avec une solution de gestion des relances. Le système d'évaluation, donc ça va être un système de rating. Les clients peuvent noter et commenter les prestations reçues pour que d'autres clients puissent avoir un feedback concernant la prestation ou l'entreprise et la qualité de service de l'entreprise. Donc ça, c'est notre cahier de charge. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Définir l'architecture globale en choisissant les styles d'architecture les mieux adaptés au contexte de la plateforme. Après, je vous ai demandé de modéliser l'architecture proposée avec des diagrammes de composants et de déploiement qui sont des diagrammes UML que vous n'avez pas vus. Donc, je voulais surtout que vous puissiez jeter un coup d'œil sur ces diagrammes pour savoir comment les utiliser, à quoi ils servent et comment les utiliser. Il est vrai qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est-à-dire modéliser avec les schémas, le diagramme de composants et de déploiement, mais parce que j'ai eu dimanche une étudiante qui était très déçue parce qu'apparemment elle a fourni de l'effort pour comprendre ces diagrammes et donc elle était déçue qu'on ne les traite pas. J'ai dit, c'est pas perdu. Vous pouvez utiliser ces diagrammes ou ce que vous avez appris sur ces diagrammes dans votre PFE. Vous allez voir, j'imagine que pour rédiger votre PFE, vous allez regarder les anciens PFE. Très souvent,
dans la partie conception, ils vont mettre les diagrammes de cas d'utilisation, ils vont mettre les diagrammes donc qui, on l'a vu ensemble, en tous les cas dans ce chapitre, ne font pas partie de la conception. La conception commence par la conception architecturale, où on va définir l'architecture logicielle de notre solution en utilisant un ou plusieurs styles d'architecture. Ensuite, une architecture détaillée où on va compléter notre diagramme de classe métier qu'on aura modélisé dans la phase d'analyse des besoins avec les classes, on verra par la suite par exemple, les classes d'interface ou les classes contrôle pour avoir un diagramme de classe complet. D'accord? Donc, vous pouvez, c'est pas un effort perdu si vous avez regardé les diagrammes de composants et de déploiement, c'est-à-dire comment les utiliser et à quoi ils servent. Vous pouvez appliquer ça dans pour vos PFE pour la partie conception. Alors, on commencera donc par la première partie. Donc, on avait vu on a vu trois types on a vu trois types de familles de styles d'architecture quelles sont les trois familles de styles d'architecture qu'on a vues? Allô? J'ai posé une question. Oui, madame. Alors, quelles sont les trois familles de styles d'architecture qu'on a vues en cours? Monolithique, modulaire et distribué. Exactement, monolithique, modulaire et distribué. Alors, quelle est ici la famille la famille Ouais. de styles d'architecture qu'on a ici? Modulaire. Vous êtes sûr? C'est quoi la différence déjà entre modulaire et distribué? Quelle est la différence entre les architectures modulaires et les architectures distribuées? Le réseau. On avait dit que les architectures distribuées sont des architectures modulaires plus réseau. Modulaire, D'accord. on est toujours sur la même machine. Réseau distribué, le code peut être sur plusieurs machines. Il peut même géographiquement être dispersé, pas dans le même site. Donc ici, l'architecture qu'on a, est-ce que vous pensez toujours que c'est une architecture modulaire? Non. Non, c'est une architecture distribuée puisque le client va saisir déjà de chez lui. Oui. Et puis, donc, on parle d'application web, donc automatiquement, on a une architecture distribuée. Donc, attendez, je crois que je le tiens à l'envers. Oui. Donc, on parlera ici d'architecture très épaisseur, il est très épais, on va dire son épaisseur. Ah, distribué, c'est bien. Donc, on a une architecture distribuée. Maintenant, quel style d'architecture distribuée vous allez proposer? D'accord. Vous avez préparé le TD? On peut utiliser Parce reset, que- non? Pardon? Et Reste. reste, voilà. Oui. Bon, je vois qu'on a proposé client-serveur. Oui, client-serveur est une architecture. On peut même parler des architectures multitiers, dans le sens où j'ai un client-serveur, mais j'ai plus.
Alors, pour celui qui n'entend rien, je pense que c'est un problème avec votre PC. Hein, parce que les autres, il y a des gens qui m'ont... OK, check permissions. Alors, donc, j'ai dit, on peut partir sur une architecture client-serveur. On peut partir sur une architecture multi-tiers parce que c'est une architecture client-serveur, mais j'aurai plusieurs, où je pourrais avoir plusieurs couches. On peut partir aussi, vous l'avez dit, d'abord sur SOA, une architecture orientée service, et on peut partir aussi sur une architecture REST, c'est-à-dire où tous nos modules vont être définis comme des ressources. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice, pas la deuxième partie de la première question, qui est quels sont les modules que vous avez identifiés pour cette solution. Donc, si je reviens à l'énoncé, quels sont les modules que vous avez identifiés? On va essayer après de faire une représentation architecturale de la solution. Qu'est-ce que vous avez identifié comme module? Alors, d'abord, est-ce que vous avez compris ma question? Oui? Est-ce que le premier modèle, est-ce qu'il est le client? Alors, déjà... Le client avec les attributs, les informations. Pardon? Avec Allô? Oui, oui. Le client, c'est le premier module avec les attributs, les informations données. Par exemple, l'adresse, la date, le numéro de page, etc. Pour vous, ça, c'est un client. C'est un module carrément. Bon, déjà, c'est quoi le critère pour décomposer notre système en composants? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous permettre, ou qu'est-ce que vous allez utiliser comme règle pour la distribution ou la répartition de votre système en modules? On peut utiliser la répartition par module. Rappelez-vous, on avait vu en cours que les modules, on doit avoir une cohésion forte dans chaque module et un couplage faible intermodule ou intercomposant. Vous êtes d'accord? Maintenant, pour dire que j'ai une cohésion forte dans un module, ça veut dire que je dois limiter les responsabilités du module. En tel cas, les responsabilités qui seront dans un module, elles vont être très, je ne sais pas si on dit cohésives, pour dire on a une autre cohésion. Donc, à ce moment-là, notre critère de regroupement, ça va être les responsabilités. Autrement dit, ça va être, on va dire, les fonctionnalités peut-être réalisées par la solution. Donc, si on devait faire un regroupement, ça va être plus par thématique ou fonctionnalité de la solution que par exemple, j'avais eu une proposition des étudiants qui m'ont dit le client, le serveur, etc. Donc, on peut aller sur une décomposition par fonctionnalité ou par domaine ou par... Et on verra dans le chapitre de l'étude de cas, quand on va commencer ce chapitre, que notre regroupement ou notre découpage du système va être principalement inspiré de nos cas d'utilisation, parce qu'on va voir dans l'étude de cas, on va identifier les cas d'utilisation, on va les regrouper par thématique et c'est ce qui va influencer notre découpage aussi de notre système ou de nos classes en package. D'accord? Donc,
de ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme module pour notre solution? Vous, quand vous avez préparé l'exercice, qu'est-ce que vous avez proposé? C'est un peu comme les use cases, non? Interface, je sais pas. Dites-moi, donnez-moi, faites-moi des propositions. Application mobile. Voilà, ça c'est, ça peut être un découpage, mais j'ai dit notre découpage devrait s'orienter puisqu'on a dit qu'il faut aller avoir un faible couplage, une haute cohésion dans nos modules, donc on étudie les responsabilités. Donc on raisonne plutôt fonctionnalité. Demande de Un déménagement exemple. côté client. Pardon? Demande de déménagement. Oui, je peux avoir un module, la gestion des demandes, demandes De déménagement. Exactement. Là, je peux regrouper parce qu'il s'agira ensuite, c'est quoi un module en réalité? Bon, en UML, on n'a pas le terme module, on a le terme composant, par exemple. Composant, il contiendra des classes et des composants. Donc, je vais regrouper par thématique. Je ne vais pas les regrouper par application mobile, application serveur, application parce que la gestion des demandes de déménagement. Il y aura une partie qui va être prise en charge par l'application web. Il y aura une partie, donc c'est lorsque le client va saisir une demande. Il y aura la partie, c'est-à-dire consulter la liste des demandes, par exemple du déménageur pour saisir le rapport. Donc, il va être dans l'application web. Il y aura la partie peut-être de l'expert qui va consulter la liste de demandes de déménagement pour pouvoir, par exemple, retrouver le rapport et faire un devis. Donc, on va éviter ce découpage de dire application mobile, browser, application sur PC, parce que la même fonctionnalité ou le même module peut être réparti sur plusieurs devices et donc sur plusieurs différentes implémentations. D'accord? Donc, et maintenant qu'on est bien lancé, on a compris comment faire notre découpage. Donnez-moi d'autres modules. On peut revoir si vous voulez, on peut revoir le texte. Pardon? Planification. Je vous entends très mal. La planification, Oui. Donc, planification. Planifier le déménagement. Oui, gestion du planning de déménagement. Oui. Gestion d'utilisation. Pardon? Allô? Gestion d'utilisateur. Oui, la gestion des utilisateurs. Alors, pas seulement dans le sens où je peux créer un utilisateur, je peux aussi, on parlera de authentification, puisque on a vu qu'il y avait plusieurs profils, d'accord? On a le client, on a l'expert, on a le déménageur, on a le planeur. Donc, on a plusieurs profils et chaque profil doit d'abord, un utilisateur du système doit être authentifié pour qu'il puisse accéder au système. Et on parlera aussi d'autorisation. Autorisation dans le sens où autorisation que je pourrais appeler la gestion des profils ou la gestion des rôles, dans le sens où je dois définir pour chaque profil ou rôle ou acteur les tâches qu'il aura le droit de faire. Alors, très souvent, les étudiants pour les PFE, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont 2, 3 acteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une version de la solution logicielle pour chaque acteur.
C'est-à-dire la version, il va vous dire, voici la version de l'administrateur, voici la version de, je sais pas, d'un utilisateur, d'un client, etc. Donc, on se retrouve avec plusieurs versions du même code source. Le problème avec cette solution, c'est que dès qu'il y a quelque chose à changer, je suis obligée de le faire sur les 3 codes sources, on va dire. Comment on fait dans un réel projet? On crée ce qu'on appelle un module de gestion des rôles et un module de gestion des autorisations ou des rôles ou des profils, tel que je vais lister toutes les fonctionnalités qui existent dans ma solution. Et pour chaque fonctionnalité, elle peut être en lecture, elle peut être, c'est-à-dire je peux me permettre la lecture, la mise à jour dans le sens création, modification et suppression, ou je peux, c'est-à-dire j'aurai consulté, ajouté, modifié, supprimé pour chaque, pour chaque. Et puis je vais créer un profil auquel je vais associer les droits pour dire tel profil a le droit de, je coche, ça va être des checkbox pour chaque fonctionnalité, je coche et ça me fera pour chaque profil un ensemble de droits d'accès. Et un utilisateur, lorsque je vais le créer, je vais lui affecter un rôle ou un profil. Et ce qui fait qu'automatiquement, il aura les droits d'accès associés à ce profil. Bien sûr, après, selon ces configurations, votre application s'adaptera de façon dynamique. C'est-à-dire que si j'ai, pour une fonctionnalité, j'ai aucun droit de la voir, ça va pas être affiché. Si j'ai juste le droit de consultation, donc je peux regarder, mais je peux pas toucher. J'aurai pas les boutons qui me permettent, par exemple, de modifier ou d'ajouter, etc. Donc, c'est un module assez compliqué quand même à faire, mais il n'empêche que je peux l'avoir comme module dans mon application. Autre proposition? La facturation et la gestion et l'intégration Oui. ERP. Alors, gestion de la facturation ou des factures? De la facturation. Donc, la partie ERP sera intégrée dans cette gestion de la facturation. Oui, quoi d'autre? On peut revoir ensemble l'énoncé et vous m'arrêtez quand vous avez une proposition. Donc, je reviens à l'énoncé. Donc, on avait dit, les clients pourront publier les demandes de déménagement avec des informations détaillées via l'interface web. Ça, c'est bon. Avant de soumettre un devis, un employé déménageur se passera chez le client pour évaluer l'effort nécessaire pour répondre à la demande du client. Il fera un rapport concernant les besoins du client en déménagement sur son application mobile de la solution. Il prendra des photos avec son téléphone et les attachera au dossier du client sur son application mobile de la solution. Au siège de la société, un expert va étudier le rapport du déménageur associé à un client et faire un devis sur la solution installée sur son PC. Donc, pour cette partie-là, qu'est-ce que je pourrais dire? On pourrait Gestion avoir des un rapports, module. madame. En réalité, c'est la gestion des devis. Les devis, mais effectivement que je peux décomposer en 2 sous-modules. Je peux avoir 2 sous-modules qui vont être élaborer le rapport d'évaluation et élaborer, oui, le devis. Donc, vous pouvez décider d'avoir 2 modules séparés, donc l'élaboration des rapports et l'élaboration de devis, mais je peux regrouper aussi, oui, l'estimation, j'appellerais ça élaborer le devis. Donc, alors, on a ça. Je continue dans la lecture de l'énoncé. Une fois le devis terminé, une notification sera envoyée au client par SMS pour le prévenir. Là,
il y a certains étudiants qui m'ont proposé gestion de la planification. Gestion des notifications. Donc ici, on nous a parlé d'une seule notification. Donc, je peux me dire, ça ne sert à rien de créer un module pour une seule notification. Mais après, les étudiants, c'est-à-dire on avait discuté pour dire que aujourd'hui, on compte beaucoup sur nos applications pour nous rappeler ce qu'on devrait faire. Donc, on peut imaginer que, par exemple, lorsqu'un client va envoyer, par exemple, une demande de déménagement. Bon, déjà, la question, c'est que lorsque le client envoie la demande de déménagement, qui va la traiter? On ne sait pas. Donc ici, on peut spéculer ensemble sur qui va la traiter parce que on peut imaginer qu'on n'a pas un seul déménageur qui va aller faire le rapport d'évaluation. Donc, qui va affecter cette demande à un déménageur, qui va décider quel jour ou à quelle date il devra y aller. Donc, dans la vie réelle, dans un cahier de charge réel, on n'a pas cette information, on ne va pas spéculer, on ne va pas supposer. On contacte, on revient vers le client et c'est de notre responsabilité d'ailleurs de poser cette question au client en disant lorsque le client envoie la demande de déménagement, qui va la traiter, qui va l'affecter à un déménageur? Et là, le client va nous répondre. Dans notre cas, on n'a pas un client, donc on peut, enfin, ou je peux être votre client, puisque c'est moi qui ai émis ce cahier de charge, je dirais que le planeur, il se chargera aussi bien de planifier les déplacements des déménageurs pour l'évaluation que le déplacement des déménageurs pour le déménagement à proprement dit. Donc, je pourrais rajouter ici, où est-ce qu'elle est, planning des déménagements, je vais choisir ce que on va rajouter. Gestion des plannings de déménagement et je vais rajouter et devis. Et devis pour dire que lorsque le client envoie une demande de déménagement, elle va atterrir chez notre planeur qui va la planifier aussi. Donc, on aura un agenda ou un planning des déménagements plus un planning des déplacements pour évaluer, pour générer le rapport d'évaluation qui va nous permettre de réaliser le devis. Question, est-ce que jusque-là, tout le monde suit et tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions ou à m'arrêter si vous avez des questions. Ok, alors je continue. Donc, je reviens à notre énoncé. Donc, je disais pour la gestion des notifications, on peut se dire par exemple que lorsqu'il y a une demande ou lorsque le client valide un devis, le planeur va recevoir une notification qui lui dit vous avez des demandes à traiter ou vous avez un devis a été validé. Même chose, par exemple, pour le déménageur. Il va recevoir une notification disant vous avez reçu, donc vous avez été planifié pour aller faire une évaluation ou un déménagement à telle date. L'expert, même chose. Il y a une demande de déménagement dont le rapport est prêt. Merci de préparer le devis. Donc, on peut imaginer que on n'aura pas une seule notification. Donc, on peut proposer un module de gestion des notifications. Voilà. Donc, on continue à lire l'énoncé pour voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Donc, on avait dit
Il va recevoir. Le client pourra ainsi consulter le devis pour validation. Si le client valide le devis, alors le planeur va planifier le déménagement sur la solution installée sur son PC. À la fin du déménagement, le client procédera à la validation du déménagement. Le système générera automatiquement une facture pour le client qui sera transmise à la solution ERP de Erhal. Le client pourra consulter sa facture et procéder au paiement en ligne. Question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ERP? Non. Alors, déjà, ERP, les acronymes, c'est Enterprise Resource Planner. Avant l'informatique, une entreprise qui a plusieurs services ou départements ou directions, ça dépendra de sa taille, entre autres un service d'achat pour acheter par exemple les fournitures, la matière première, etc. Service vente, maintenant pour vendre ses produits. Service par exemple, maintenant si elle fabrique des choses, c'est une usine, donc sûrement il y aura une direction ou un département production. Service finance, on peut avoir aussi et ces départements ou services gèrent ce qu'on appelle les process de facturation, process de les finances, les ressources humaines, les achats, la production, la gestion de stock. Une seconde, je reviens. Désolée pour l'interruption. Donc, je disais, on peut avoir plusieurs process au niveau d'une entreprise qui vont être interdépendants, mais ce n'est pas l'objet de... Après, avec l'avènement de l'informatique, beaucoup d'entreprises ont commencé à acquérir des logiciels pour leur département. Donc, on va trouver, par exemple, les finances qui vont avoir un logiciel des finances, la compta va avoir son propre logiciel de compta, les achats, même chose, les ressources humaines, etc. Donc, chaque direction a son propre logiciel avec sa propre base de données et les logiciels peuvent être hétérogènes, c'est-à-dire développés par des éditeurs différents. On s'est retrouvé avec le problème d'abord au départ que un problème d'intégrité de données parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres dans les différentes directions. On a commencé ensuite à implémenter alors, il y avait aussi le problème par exemple, j'ai fait la paye dans mon logiciel de paye, je suis obligée de la ressaisir dans la compta. J'ai une facture, par exemple, dans les ventes. On va la saisir dans le système des ventes et je dois la ressaisir dans mon logiciel de comptabilité, par exemple. Donc, on a commencé à développer des interfaces entre nos solutions hétérogènes. Mais après, l'ERP, c'est une solution intégrée où, pour une entreprise donnée, j'ai une seule base de données, en réalité, un seul logiciel composé de modules pas optionnels, dans le sens qu'on peut sélectionner. C'est-à-dire, je suis pas obligée d'installer toute la solution, je peux installer les modules un par un ou certains plutôt que je peux choisir les modules à installer. L'intérêt de l'ERP, c'est que comme j'ai une seule base de données, j'ai un seul logiciel, j'ai plus les problèmes d'intégrité de données, puisque j'ai une seule base de données, et j'ai plus les problèmes d'interfaçage entre les solutions. Je saisis une facture dans le département des achats, les finances vont retrouver la facture. Il n'y a plus besoin de faire le double travail. Donc, c'est ça, un ERP. Donc, ça veut dire que notre entreprise Erhal, elle a un ERP et comme notre système, on l'a appelé Erhal Facile, c'est lui qui générera les factures et donc, on va intégrer cette facture dans l'ERP. Il y a certainement un module pour la gestion des finances, exactement. C'est pour la partie facturation. Donc, gestion des finances. Et donc, ça permettra d'intégrer la facture automatiquement. Les financiers ou même les comptables pourront la retrouver dans le système sans avoir à la ressaisir. Voilà. Maintenant,
on va essayer de modéliser notre solution. On ne va pas utiliser un diagramme de déploiement à proprement dit, mais on va essayer d'avoir un pseudo-diagramme de déploiement, si vous voulez. D'accord? Donc, si je modélise, je vais essayer de dessiner quelque chose qui ressemble à un rectangle. Disons que ça, c'est notre solution. D'accord? Architecture, on avait vu dans le cours les enjeux de la conception. Vous vous rappelez des enjeux de la conception? Attendez, je vais retrouver mon cours parce que je suis sûre que vous les avez oubliés. Non! Alors revoyez votre cours parce que je vous ai donné le cours. Alors, où est-ce qu'elle est? La conception architecturale. Deux secondes, je cherche les... Normalement, je vous ai donné le cours. Vous devriez... Voilà. Je vais arrêter le partage de mon tableau juste pour vous rappeler les enjeux. Donc, on a la concurrence des composants, contrôle et manipulation des événements, la persistance des données, distribution des composants, manipulation des erreurs et exceptions et tolérance aux fautes, interaction et présentation et sécurité. Donc ça, c'est les enjeux que vous devez prendre en charge lors de votre conception. Maintenant, je reviens à mon tableau. Je reviens à mon tableau. Il est là. Très bien. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va choisir pour la persistance des données? Alors, pour la sécurité, c'est notre module, par exemple, de gestion des authentifications et des autorisations. Ça, c'est pour la partie sécurité. On ne va pas demander du cryptage ou des choses comme ça. Les données ne sont pas si sensibles que ça. Donc, pour la partie persistance de données, qu'est-ce que vous proposez? Allô? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour la persistance des données, pour sauvegarder nos données? Un SGBD, madame. Par exemple, c'est-à-dire que c'est à ce stade-là où je vais décider, est-ce que je vais utiliser des fichiers, est-ce que je vais utiliser des bases de données? Si je retiens, et généralement pour ce type d'application, on va utiliser une base de données. Donc, il nous faudra, comme vous l'avez dit, un SGBD. Et je peux même aller plus loin. Est-ce que ça va être un SGBD relationnel ou autre? On peut aller sur un SGBD relationnel parce que on n'a pas besoin de quelque chose de style NoSQL ou base de données multidimensionnelle. On est dans un cas simple de système d'information. Donc, il nous faudra un SGBD. SGBD, et je vais mettre entre parenthèses R pour dire relationnel, parce que c'est à ce stade-là qu'on devra se poser cette question. Ensuite, on nous dit, le client va se connecter en utilisant une interface web. Donc qu'est-ce qu'il nous faut aussi? L'application web. Oui, un serveur d'application. Il me faut un serveur d'application. Serveur d'application.
Alors, je les mets en noir parce qu'on ne va pas les implémenter. C'est des choix qu'on va faire, qu'on va installer. Et ensuite, je vais mettre en vert ce que nous, on doit développer. Donc, nous, ce qu'on doit implémenter. Alors, on va donner des noms à nos différents modules. On peut les appeler M1, M2, M3, M4, M5 et M6. Alors, je dis que c'est pas un diagramme de déploiement parce que c'est un pseudo-diagramme. Par exemple, ici, je mets SGBD. Mais je n'ai pas précisé, est-ce qu'il va être sur un seul serveur, est-ce qu'il va être sur plusieurs serveurs. Imaginons que un des besoins non fonctionnels du client, c'est de dire, parmi les enjeux clés de la conception, on a la manipulation des erreurs et la tolérance aux fautes. La tolérance aux fautes, c'est-à-dire s'il y a une faute ou un défaut, il faudrait qu'on puisse réagir rapidement. Un client, par exemple, va vous donner des exigences en termes de disponibilité pour vous dire il faudrait, par exemple, les temps d'indisponibilité soient petits. Et on peut choisir, par exemple, pour les HGPD, d'avoir 2 serveurs en mode actif-passif. C'est-à-dire, j'ai 2 serveurs de base de données. Un qui prend les requêtes, qui traite les requêtes, et l'autre, il est passif dans le sens où il y a synchronisation entre les 2 serveurs, mais dès que le actif tombe en panne, on bascule automatiquement ou manuellement sur le passif pour reprendre le service. Ou par exemple, le client va vous dire, j'ai un nombre très important, par exemple, d'utilisateurs simultanés, et il choisira, par exemple, d'avoir 2 serveurs pour le SGBD en load balancing. Load balancing, ça veut dire équilibrage de charge. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un pseudo-diagramme de déploiement, parce que je dis, il nous faut un SGBD, mais je ne précise pas sur une machine, 2 machines. Même chose pour le serveur d'application. Maintenant, il est clair qu'on doit implémenter tous nos modules. Il faudrait aussi qu'on implémente l'interface de communication, par exemple, entre notre SGBD et notre solution. Entre notre solution et le serveur d'application. Il faut qu'ils communiquent entre eux. Et ça, c'est à nous de le faire. Ensuite, ça, on va dire, c'est la partie serveur, si vous voulez. Après, on a les clients. Donc, on a, par exemple, on commencera par le client. Donc, client device. Le client device, il peut être un PC, il peut être un téléphone, etc. Ça veut dire, il peut être un laptop, il peut être une tablette. L'essentiel, un device qui contient, qu'est-ce qu'on va installer sur le device du client? Allô? Qu'est-ce qu'on va installer sur le device du... Pardon? Tu peux répéter la question, Marc? La question, oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va contenir? Le device, par exemple, le client. Disons qu'il va créer sa demande de déménagement sur son PC. Normalement, On nous a gestion des dit qu'il va utilisateurs. utiliser une interface web. Donc, qu'est-ce qu'il faudra installer sur son PC?
Browser. Oui, c'est un client léger. Client léger qui est le navigateur web. Il n'y a rien à installer. Le navigateur web. Ça, c'est... j'aurais dû le mettre en vert parce que ça fait partie, c'est-à-dire ça fait partie de notre solution. Hein. Même s'il n'y a rien à implémenter dessus, mais notre solution, elle comprend aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre device? Le device du Planner. déménageur. Yeah. Oui. Alors, on va traiter le planeur. OK. Donc, est-ce qu'il est mon stylo? J'arrive. OK. Donc, on a le planeur device. Le planeur, on avait dit, ça va être... Qu'est-ce qu'il a comme device? Regardez l'énoncé. Il va le faire sur son PC. Donc, le planeur va utiliser un PC. Qu'est-ce qu'on va installer? On avait dit en vert, pardon. Qu'est-ce qu'on va installer sur son PC? Desktop app, normalement. Oui. Donc, ça va être une desktop, application desktop. Qui va contenir quel module? Quels sont les modules de notre solution qui vont être sur le device de notre planeur? Est-ce que j'ai besoin de la gestion des demandes de déménagement? Oui. Gestion Pourquoi? de planning. J'ai des devis validés. C'est-à-dire, je peux me dire, je cherche par demande de déménagement ou je cherche par devis directement. Donc, je peux consulter par devis. À vous de voir. C'est-à-dire, si je me dis, la recherche, par exemple, j'ai beaucoup de recherches, elle se fait par demande. Donc, effectivement, il faudra le module M1. Mais si je me dis, le planeur n'a pas accès aux demandes de déménagement, il a juste accès aux devis validés. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de M1, d'accord? Donc, mais j'ai besoin de M5 parce que je dois avoir en consultation. Alors, je vais mettre M1, je vais le mettre en jaune pour dire, ça dépend de comment on interprète notre énoncé, d'accord? C'est-à-dire, on peut le prendre ou pas. Mais en tout cas, on a besoin de M5. La gestion du planning, donc c'est clair que le planeur a besoin du module. J'ai perdu mon stylo. Voilà. Le planeur a besoin du module planning, donc M2. La gestion des utilisateurs, oui, parce que c'est ce qui va définir ce qui va être affiché pour le planeur. Donc, on aura aussi le module M3. Le planeur, est-ce qu'il est concerné par la gestion de la facturation? Non. Est-ce qu'il est concerné? Il peut être concerné puisqu'on a défini un module de la gestion des notifications. On a dit pour que tout le monde puisse recevoir des notifications. Donc, il pourra aussi avoir M6. Donc, ça, c'est pour le planeur. Qu'est-ce qu'on a comme autre device? L'expert, madame. Oui. Expert On va utiliser un PC. device. Même chose, il utilise un PC. Donc, là aussi,
Donc, lui aussi, donc c'est une application desktop. On va installer une application desktop. Les modules qu'il pourra utiliser. L'expert, donc, là aussi, s'il consulte à partir, donc là, il va consulter, on a besoin du module M1 parce que il peut rechercher par demande de déménagement. La gestion du planning de déménagement et de vie, ça ne le concerne pas. La gestion des utilisateurs, oui, pour qu'ils puissent accéder correctement à l'application. La gestion de la facturation aussi ne le concerne pas. La gestion des devis, certainement. Et on a la gestion des notifications aussi qui peut, puisqu'on a dit tout le monde va recevoir les notifications. Qu'est-ce qu'on a comme autre device? On les a tous? Ah, le déménageur, il nous manque le déménageur qui va faire le rapport d'évaluation. Les autres, vous suivez? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, mover device. Et dans son cas, ça va être soit le téléphone ou la tablette. Donc, on vous dit, il va prendre des photos avec son téléphone. Alors, dans son cas, ça va être quel type d'application? Le déménageur, qu'est-ce qu'il aura comme application sur son téléphone? Ouais, madame. Non, non, je crois que c'est une application mobile, on vous a dit. Oui, oui, mobile, madame. Oui, application mobile. Voilà, on vous a dit une application mobile. Donc, application mobile. Donc, les modules qu'il va avoir sur cette application, la gestion des demandes, le planning de déménagement, il n'est pas concerné. On peut, après, on ne sait pas comment il va, parce il va recevoir les notifications. Est-ce que il va consulter le planning pour savoir quand est-ce qu'il devra y aller, que ce soit pour le devis, que ce soit pour le déménagement. Donc, on peut avoir le module M2. Les utilisateurs, oui, M3. La facturation, ça ne le concerne pas. La gestion des devis, parce qu'il est chargé d'élaborer le rapport d'évaluation, donc M5. Et la gestion des notifications, M6. Donc ça, c'est pour les parties qu'on devra implémenter. Maintenant, on nous dit que notre solution doit s'intégrer avec l'ERP de l'entreprise. Donc, j'ai mon ERP qui est là. Moi, ce que je dois implémenter, c'est l'interface avec l'ERP. D'accord? C'est à moi d'implémenter l'interface qui me permettra de transférer les factures créées par mon application vers l'ERP. On nous dit aussi que le client peut payer en ligne. Donc, ça suppose qu'il y aura une intégration aussi avec le système bancaire
avec notre système bancaire. Donc, on aura et nous, le système bancaire, il existe, c'est pas à nous de l'implémenter. Nous, on devra implémenter l'interface, c'est-à-dire la communication avec ce système bancaire pour permettre aux clients de payer en ligne. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui? نقدروا نديروا une solution plus détaillée. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par solution plus détaillée? تما نزيدوا les fonctionnalités كيفاه يمشوا. مثلا API calls ولا. هنايا, ça va être, on va rentrer dans la conception détaillée. Nous, ce qui nous intéresse ici dans la conception, parce que pour la conception architecturale, ça suppose qu'on a fait un recueil analyse des besoins, qu'on a déjà un diagramme de classe métier réparti en classes et qu'on devra compléter avec, c'est-à-dire une fois qu'on aura défini les choix d'architecture, pour aller dans la conception détaillée, pour n'ajouter que les classes qui me permettront de prendre en charge ces aspects-là qui n'étaient pas identifiés dans le recueil des besoins fonctionnels. Donc ici, on est en train de faire de la conception architecturale. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez pour ce chapitre, en tout cas cette partie du chapitre, c'est que d'abord, les diagrammes tels que cas d'utilisation, diagrammes de classe métier, seulement, ne sont pas de la conception. La conception commence par la conception architecturale, où je choisis un ou plusieurs. En réalité, la conception, elle commence par la conception architecturale qui est logiciel et matériel. On a déjà expliqué que la conception, c'est pas seulement, parce que c'est là, lors de la conception architecturale, qu'on va, en plus des besoins fonctionnels déjà recueillis, analysés, et on est même arrivé à une version du diagramme de classe qui est complète pour les besoins fonctionnels. Maintenant, on va intégrer les besoins non fonctionnels. Donc, j'avais montré avec les slides des enjeux de la conception, les enjeux qu'on doit prendre en charge ou les questions qu'on doit traiter en plus des besoins fonctionnels. Par rapport, bien sûr, aux exigences du client, par rapport aux besoins non fonctionnels du client. Et c'est là qu'on va définir notre architecture. Et je rappelle que certains besoins non fonctionnels ne peuvent pas être pris en charge par une architecture logicielle seulement. Parfois, on a besoin aussi d'une architecture matérielle pour répondre à certains besoins, notamment quand on vous parlera d'un nombre d'utilisateurs simultanés ou de la disponibilité. Là, vous êtes obligé d'ajouter du hardware. Par exemple, vous allez devoir spécifier le nombre de serveurs, la quantité de RAM par serveur, le nombre de processeurs, le nombre de cœurs pour un serveur, pour respecter les besoins non fonctionnels, en plus, bien sûr, de l'architecture logicielle. Donc, l'architecture ou la conception architecturale concerne la conception architecturale logicielle et matérielle. Maintenant, malheureusement, vous ne verrez jamais la partie architecture matérielle, à ma connaissance, dans votre cursus. Pour la conception, la conception ou l'architecture logicielle, on a vu que d'abord, les préoccupations à prendre en compte. On a vu aussi qu'il y avait des styles d'architecture qu'on pourrait utiliser pour avoir une architecture viable.
Donc déjà, si vous retenez ça, si vous comprenez la différence entre les différents styles d'architecture et que vous revoyez les styles d'architecture qu'on a vus, donc déjà ça c'est important. Que vous compreniez que la conception commence ici, c'est là où commencera la conception et non pas dans le recueil des besoins parce que vous allez trouver beaucoup de PFE qui vous diront, c'est-à-dire le chapitre conception, ils vont mettre le diagramme de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, mais pas les diagrammes de séquence, interaction, acteur-système. Ça, c'est qui sont au niveau recueil des besoins. Donc, retenir ou comprendre que c'est ça la conception, c'est le fait de faire déjà une conception architecturale, commencer par une conception architecturale pour avoir les différents modules de notre système et la détailler par la suite dans une conception détaillée. Si vous retenez ça, ça déjà c'est pas mal. En tous les cas, l'objectif du module aura été atteint et j'espère que pour vos rapports ou de PFE, vous allez tenir compte de ça. Voilà. D'autres questions? Merci, madame. Des questions? Non, moi. Comment on fait? Vous prenez le corrigé, j'attends quelques minutes pour que vous preniez le corrigé. Je vous recommande encore une fois, tout comme en cours, je sais que vous pouvez prendre des captures d'écran, mais vous ne pourrez pas relire mon écriture. Donc, comme je le dis même en cours, je préfère que vous écriviez la solution. D'une part, ça vous permet de vous assurer que vous avez compris ce qu'on vient de voir, et d'autre part, ça vous permettra d'avoir quelque chose qui est lisible. Donc, je vais couper mon microphone. Donc, on arrête ici. Merci pour votre présence. Je vais laisser ce schéma pendant quelques minutes, le temps que vous puissiez le recopier. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Merci Des beaucoup, madame. questions? Ok, très bien. Allez, bonne soirée. Non, madame. Donc, je vous laisse avec le corrigé si vous voulez le recopier. Merci pour votre... alors, comment... Alors, maintenant que je parle en anglais, j'ai oublié ce que j'ai l'habitude. Merci pour votre attention. Non, c'est pas ce que j'ai l'habitude de dire. Bon, bonne soirée. Au revoir.